aujourd'hui, regardez le paradoxe. C'est que on écrit un livre pour présenter le bilan. Gilbert Ondongo dit le bilan est positif. On écrit un livre pour ça. On fait une émission 30 jours pour convaincre. Et depuis que la campagne présidentielle est lancée, ils ne font même pas référence à leur bilan. C'est fini. On ne fait pas... Parce qu'ils savent. Et regardez comment les Congolais réagissent. Vous l'avez dit, M. Perrin. À chaque fois, il a dit Pointe-Noire sera toujours la belle ville. Et regardez comment les gens ont bombardé en masse les vidéos de Pointe-Noire en précisant nous sommes tel jour, je suis dans tel quartier, voilà la réalité. En fait, c'est ça. Et donc, ça renvoie à votre première question. Pourquoi on ferme Internet dès le 10? Mais c'est pour éviter tout ça. Parce que plus il parle, plus on renvoie le président à ses propres contradictions. Pointe-Noire sera toujours Ponton la belle. Pointe-Noire sera toujours la belle ville. Alors maintenant, il s'agit d'aller à l'élection présidentielle pour que vous donniez au président la possibilité de s'engager dans ces nouvelles... Et d'ailleurs, M. Perrin, c'est quand même curieux. Il y a un grand absent dans la campagne du président de la République, c'est Christelle Denis Sassou Nguesso. Comment quelqu'un qui pense un jour succéder à son père est autant absent de la bataille présidentielle de son père? Il n'a pas répondu à 30 jours pour convaincre en toute transparence. On ne l'a pas vu sur d'autres. Et même là, pendant la campagne de son père, il a fait une apparition énigmatique, fantomatique, et puis voilà, il a éclair, disparu. et puis il a disparu. Alors que si réellement il est le dauphin, mais les dauphins, on le voit partout. Le roi d'Espagne, on voit son fils partout. Kim Jong-un, on voit sa fille partout. Et lui, curieusement, on ne sait pas là où il habite. Ou peut-être qu'il est en train, peut-être qu'il digère encore son échec au niveau du Congrès. Le poste secrétaire général du PCT? Oui, peut-être. Peut-être, oui. Peut-être. Mais très sincèrement, j'ai honte pour mon pays d'une telle médiocrité. Et d'ailleurs, Sassou est tellement perdu et qu'il ne peut pas compter sur les Congolais. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au secours ces femmes qui viennent se trimballer avec, disons les choses, hein, c'est pas moi, hein, regardez les photos, c'est pas de moi, avec la photo de Sassou sur les fesses d'une femme ivoirienne, avec le couturier, pourquoi il n'a pas mis la photo sur le dos de cette femme ou sur le ventre, carrément sur les seins et surtout sur les deux fesses. Donc, le président s'accroche sur les fesses d'une Ivoirienne. Considérons donc les menaces proférées, je vous rappelle ici, vous l'avez suivi, on a fait même une émission là-dessus, hein, les propos, bien sûr, de Serge Oboa, le chef de la garde personnelle, il faut le dire comme ça, de Denis Sassou Nguesso, qui avertissait des représailles sans état d'âme contre tout Congolais qui remettrait en cause ce scrutin. Alors, serait-il envisageable finalement qu'il planifie des massacres à huis clos, bien sûr en coupant aussi Internet? Parce que moi, ça me rappelle un peu le régime des Mollahs. Vous vous souvenez ce qui s'est passé, hein? Ils ont coupé Internet, après il y a eu tous ces massacres. Que tout 25 à 30 000 morts. Est-ce qu'il faut craindre que, comme évidemment l'avait déjà dit Serge Oboa, ceux qui vont contester les résultats, nous croiserons sur leur chemin et qui sont en train d'envisager tout ça. Et puis quand ça va arriver, ils vont couper Internet, question de commettre comme d'habitude d'ailleurs, des massacres à huis clos. Oui. Et vous savez, qu'est-ce qui laisse à penser que Sassou s'apprête à commettre des massacres à huis clos? Pendant le meeting de Sassou, je vais arriver à Serge Bois, pendant les meetings de Sassou à Pointe-Noire, que faisaient ces militaires, ces agents blancs avec des fusils à lunettes sur les toits de maisons? Il y a une vidéo qui circule sur la toile. On a vu des mercenaires étrangers blancs.
Vous voyez la sécurité de Sasso. On a la front prix, à l'étage en haut là-bas. Ils sont en train de positionner. Donc là, moi, il ne faut pas. Ils avaient côté Balmé Katoka. Tout как на Зуланге. Et puis ils ne sont pas des noirs. Il y a comme Ben Laden, Osama et Kouzadi. Donc, vous voyez que ça se recoupe. C'est-à-dire que ces fusils à lunettes sont capables de tuer quelqu'un minimum 600 mètres, voire au-delà d'1 kilomètre. Donc, ça, on va couper Internet pour cacher ce genre d'images. Mais vous savez, vous avez parlé de l'Iran. Vous savez ce qui s'est passé en Iran? C'est que les gens ont malgré tout filmé et lorsque l'Internet est revenu, ils ont publié. Ils ont balancé les images. Ils ont balancé. Et donc, il n'est jamais trop tard. Les Congolais, filmez tout ce que vous pouvez. Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à R7 et bienvenue dans ce droit de savoir avec Didier Volo, qui n'est plus à présenter, mais pour ceux qui le découvrent, il est spécialiste des relations internationales et porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Avec lui, nous allons tenter de comprendre la situation internationale, notamment la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Nous examinerons donc les enjeux de cette guerre, ses répercussions potentielles ainsi que ses effets sur les relations internationales à court, moyen et long terme. Que reste-t-il du droit international? Mais avant, nous allons d'abord décrypter la note du ministère congolais de l'Intérieur adressée aux directeurs généraux des sociétés de téléphonie mobile, leur obligeant d'interrompre les services de messagerie, ou plus largement l'accès à Internet pendant 5 jours du 10 au 15 mars 2026. Bon, après, sur la toile, il y a déjà un petit débat sur l'authenticité ou non de cette note, mais nous savons comment fonctionne le PCT. Le PCT, c'est ce régime tyrannique qui a déjà posé des actes même criminels et après, ils ont nié. C'est le même régime, je vous prends l'exemple. Aujourd'hui, on parle de Zidane. Zidane est visé par un mandat d'arrêt international. Il a fui le Congo, il est revenu, il est dans une équipe de campagne de Denis Sassou Nguesso. Alors, je vous demande à vous d'aller à la justice, rechercher ce mandat d'arrêt si on va vous le donner. Vous comprenez ce que je suis en train de dire au Congo? Même l'accès aux informations, aux sources d'informations est vraiment verrouillé. Donc, le PCT a coutume de faire ces petits jeux, des ballons d'oxygène pour voir comment ça va donner dans le public, dans la masse, et puis gérer les conséquences. Donc, authentique ou pas authentique, pour l'instant, nous gérons cette note comme telle. Didier Wini-Volo, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin, et merci pour cette invitation. Merci d'être là et merci de répondre à notre invitation. Alors, vous avez sans doute lu cette note du ministère congolais de l'Intérieur qui demande aux sociétés de téléphonie mobile d'interrompre les services de messagerie du 10 au 15 mars prochain. C'est quand même 5 jours et c'est beaucoup. Ce n'est pas pour la première fois non plus. En 2016, ils l'ont fait. En 2021 aussi, ils l'ont fait. Alors, on comprend très bien que ce sera pendant la période du scrutin des 12 et 15 mars prochains, 15 mars 2026. Que vous inspire une telle note? Alors, déjà, il faut rappeler que les éditions précédentes dont vous parlez, Internet était coupé généralement la veille de l'élection présidentielle. Et là, vous vous rendez bien compte dans les dates notées dans cette décision du ministre de l'Intérieur. Après, la décision est sur Internet. Il appartient à M. Zéphirin Boulou de le contester. Si c'est un fake news, il peut prendre la parole pour dire que c'est un fake news. Mais les Congolais doivent comprendre que lorsque, avant même le début de la campagne, lorsque l'UPADS et le EUKI ont dit qu'ils ne participent pas à l'élection présidentielle, qu'ils n'auront pas de candidats, ces deux partis, vous m'avez interrogé, M. Perrin, et très vite, je vous ai dit, attention, l'enjeu va être le taux de participation. Parce que
Après ça, l'UPADS dira que nous allons donner des consignes de vote. Et j'ai tout de suite réagi en disant, mais le camarade Pascal Sassima-Biala ne peut pas donner des consignes de vote dans une élection où il ne Il participe n'est pas, pas où candidat, voilà. Il n'est pas candidat, l'UPADS il ne ne peut pas participe donner le pas. vote. Par contre, ça permet à l'UPADS de montrer sa puissance, c'est-à-dire en demandant à ses électeurs de ne pas se présenter au bureau de vote. Imaginez qu'avec un tel mot d'ordre de Pascal Sassima-Biala, disant que les militants de l'UPADS n'allaient pas voter puisque l'UPADS n'a pas de candidat, et qu'on se retrouve avec un taux de participation de 15, 20, 30%, ça suppose que l'UPADS est très puissante. Donc, c'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale est très puissante. Et donc, Pascal Sassima-Biala s'est piégé là-dessus parce que vous avez suivi Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire dire Pointe-Noire brille souvent par le fort taux d'abstention. Je vous demande d'aller voter de 6h à 14h Youiri. En fait, c'est pour répondre à votre question. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième élément pour répondre à votre question, c'est qu'il y a sur le net de plus en plus de déchets à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolizé. C'est-à-dire que les gens filment de plus en plus la fin des meetings du PCT, alors de Sassou. Alors, on filme deux choses. Si je peux me réduire à ça, on filme les prises de parole, Colline Makosso, Denis Sassou Nguesso lui-même. Quelle médiocrité. On n'a jamais eu une campagne présidentielle aussi médiocre. Les gens passent leur temps à chanter, à faire des incantations. Il n'y a pas de projection. Comparé à 2016 et même à 2021, où Sassou parle de l'agriculture, agriculture à Néné, où là, c'est de la médiocrité totale parce qu'il n'y a plus de propositions politiques. Il n'y a plus de projet politique à proposer. On a déjà tout proposé. On n'a rien fait. On ne va pas proposer les mêmes choses. Et donc, on filme ça, la médiocrité dans le contenu, dans le fond, dans la forme. C'est-à-dire que nos professeurs, quand on était au lycée, nous disaient une dissertation confus, touffu et diffus. Donc, il n'y a rien. Et deuxième chose qu'on filme, et c'est peut-être ça le plus grave, c'est la saleté, c'est-à-dire que les casquettes, les petits drapeaux, les t-shirts, tout ça, une fois que le meeting est fini et que les gens ont pris leurs 2000 francs, 1500 à Pointe-Noire, c'était même 400 francs, il y a eu des bagarres entre jeunes parce que c'était au final 400 francs, eh bien, tout ça, on jette dans la rue. Et vous avez même des Congolais qui vont filmer des casquettes floquées de l'effigie de Sassou Nguesso dans des mares d'eau très sales. Mais vraiment très, très, très sales. Les gens se plaignent de comment on est en train de salir la ville avec des t-shirts, des casquettes, des drapelets, en tout cas, tout ce que Sassou a commandé pour sa communication, pour sa campagne. Et d'ailleurs, je le dis en passant, ce n'était pas votre question, c'est que regardez tout ce qu'il commande. Regardez combien ça coûte. Combien ça coûte? Quand on sait que les écoles manquent de cahiers, les parents manquent de fournitures scolaires, on a préféré acheter même des téléphones. On achète même des téléphones pour distribuer, je ne sais pas à qui, là où, en fait, quand vous prenez le budget de campagne de Sassou à la fin de l'élection présidentielle, vous n'êtes pas loin du budget de l'éducation nationale. Alors, d'où Oui, vient mais l'argent? après, on va quand même se poser la question, est-ce que les émissions de rebond qu'ils ont fait dernièrement, ce n'était pas pour, évidemment, s'en servir pour les campagnes telles qu'on est en train de le voir là? Donc, ce qui veut dire qu'on peut s'endetter pour la campagne, c'est 700 millions, je crois, hein, 700 millions 700 d'euros, millions de de rebonds. dollars. Oui, donc on peut prendre. Donc, vous voyez bien que pourquoi ils veulent fermer dès le 10? En fait, c'est pour couper la communication internationale. Parce que au fur et à mesure qu'on va avancer, il y aura de plus en plus d'images qui vont montrer que Sassou est totalement rejeté par les Congolais. Totalement rejeté. Et donc, pour éviter que ces images-là ne circulent, ne serait-ce que pendant la campagne, parce que du 10 au 15, c'est là où tous les candidats jettent leur dévolu. C'est là où tous les candidats jettent tout dans la bataille. Et donc, à cette période-là, on risque de se rendre compte que oui, Sassou n'est pas aimé des Congolais. Et la meilleure façon d'empêcher cela, puisqu'on est aujourd'hui dans une communication de réseaux sociaux, eh bien, la meilleure façon d'empêcher cela, il faut très vite fermer les réseaux sociaux. Donc, dès le 10, on ferme comme ça jusqu'au jour du vote. En sorte, vous êtes en train de dire que le PCT, puisque c'est Sassou lui-même,
le tyran de Brazzaville redoute cette stratégie que les jeunes finalement ont adoptée, de confronter ces mensonges aux réalités quotidiennes qui sont finalement diamétralement opposés au discours qu'il tient. Bon, encore, quelqu'un me disait ici, depuis que Denis Sassou Nguesso a commencé ses campagnes, et c'est bien curieux, je n'avais pas d'abord perçu ça comme ça, on ne l'a pas vu tenir un seul discours cohérent. Il n'y en a pas eu. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes le 5 mars 2026, Denis Sassou Nguesso n'a tenu aucun discours cohérent pour expliquer, évidemment, qu'est-ce qu'il a eu à faire pendant son mandat, et puis bon, qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qu'il propose. Si ce n'est de venir dire aux Congolais, bon, voilà, on va accélérer la marche, ça ne veut rien dire, quelle marche qu'on va accélérer, et à se poser tout de même la question de savoir si mentalement il est encore stable, mais c'est une question, voilà. Bien sûr, bien sûr. Un pavé qu'on jette Mais comme ça dans la mare, ça après mérite il faut qu'on d'être vienne posé. nous expliquer, oui. Vous savez, nous, en politique internationale, on écoute ce que disent les hommes politiques, mais on décortique aussi les images, les gestes, les positions, les temps morts, les temps morts. Regardez, c'est la première fois quand vous revisionnez tous les films de campagne, Dolizy, Pointe-Noire, regardez, surtout à Pointe-Noire, c'était, en fait, vous sentez qu'il balbutie, il cherche les mots, il ne sait pas quoi dire, il a le regard parfois perdu, hagard. Regardez cette séquence à 9 heures, non, dès 6 heures du matin. Vous allez déjà. Donc, il oublie même qu'à 6 heures du matin, excusez-moi, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais les bureaux de vote ne sont pas ouverts. Non du tout. Les bureaux de vote ouvrent quoi? À 8 heures, si je ne me trompe pas. Autour de 8h, 9h, par là. Voilà, donc il dit à 6 heures, à 7 heures, mais non, là, donc il oublie même que les bureaux de vote sont fermés. Et à 14 heures, oui, on a gagné à 14 heures. Mais dites-moi, à quelle heure les bureaux de vote ferment? Comment peut-il savoir qu'à 14 heures, il a gagné? On sent quelqu'un qui est usé, qui est perdu. En fait, la dernière campagne présidentielle, c'était 2021. Parce que tout ce qu'il a promis en 2021, il y avait un sens s'il les avait réalisés. Or, aujourd'hui, regardez le paradoxe. C'est que on écrit un livre pour présenter le bilan. Gilbert Ondongo dit le bilan est positif. On écrit un livre pour ça. On fait une émission 30 jours pour convaincre. Et depuis que la campagne présidentielle est lancée, ils ne font même pas référence à leur bilan. C'est fini. On ne fait pas... Parce qu'ils savent. Et regardez comment les Congolais réagissent. Vous l'avez dit, M. Perrin. À chaque fois, il a dit Pointe-Noire sera toujours la belle ville. Et regardez comment les gens ont bombardé en masse les vidéos de Pointe-Noire en précisant nous sommes tel jour, je suis dans tel quartier, voilà la réalité. En fait, c'est ça. Et donc, ça renvoie à votre première question, pourquoi on ferme Internet dès le 10? Mais c'est pour éviter tout ça. Parce que plus il parle, plus on renvoie le président à ses propres contradictions. Pointe-Noire sera toujours Ponton la belle. Pointe-Noire sera toujours la belle ville. Alors maintenant, il s'agit d'aller à l'élection présidentielle pour que vous donniez au président la possibilité de s'engager dans ces nouvelles... Et d'ailleurs, M. Perrin, c'est quand même curieux. Il y a un grand absent dans la campagne du président de la République, c'est Christelle Denis Sassou Nguesso. Comment quelqu'un qui pense un jour succéder à son père est autant absent de la bataille présidentielle de son père? Il n'a pas répondu à 30 jours pour convaincre en toute transparence. On ne l'a pas vu sur d'autres. Et même là, pendant la campagne de son père, il a fait une apparition énigmatique, fantomatique, et puis voilà, il a éclair, disparu. et puis il a disparu. Alors que si réellement il est le dauphin, mais les dauphins, on le voit partout. Le roi d'Espagne, on voit son fils partout. Kim Jong-un, on voit sa fille partout. Et lui, curieusement, on ne sait pas là où il habite. Ou peut-être qu'il est en train, peut-être qu'il digère encore son échec au niveau voilà, du Congrès. Le poste secrétaire général du PCT?
Oui, peut-être. Peut-être, oui, Peut-être. certainement. Mais très sincèrement, j'ai honte pour mon pays d'une telle médiocrité. Et d'ailleurs, Sassou est tellement perdu et qu'il ne peut pas compter sur les Congolais. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au secours ces femmes qui viennent se trimballer avec, disons les choses, hein, c'est pas moi, hein, regardez les photos, c'est pas de moi, avec la photo de Sassou sur les fesses d'une femme ivoirienne, avec le couturier pourquoi il n'a pas mis la photo sur le dos de cette femme ou sur le ventre, carrément sur les seins et surtout sur les deux fesses. Donc, le président s'accroche sur les fesses d'une Ivoirienne pour espérer être élu président du Congo. Merci Didier Boigny Volo. Alors donc, restons sur la note, bien sûr, qui ont joint ces sociétés de couper Internet du 10 au 15 mars 2026. Alors, en considérant donc les menaces proférées, je vous rappelle ici, vous l'avez suivi, on a fait même une émission là-dessus, hein, les propos, bien sûr, de Serge Oboa, le chef de la garde personnelle, il faut le dire comme ça, de Denis Sassou Nguesso, qui avertissait des représailles sans état d'âme contre tout Congolais qui remettrait en cause ce scrutin. Alors, serait-il envisageable finalement qu'il planifie des massacres à huis clos, bien sûr en coupant aussi Internet? Parce que moi, ça me rappelle un peu le régime des Mollahs. Vous vous souvenez ce qui s'est passé, hein? Ils ont coupé Internet, après il y a eu tous ces massacres que tout le monde 25 à 30 a 000 morts. subi. Est-ce qu'il faut craindre que, comme évidemment l'avait déjà dit Serge Oboa, ceux qui vont contester les résultats nous croiseront sur leur chemin et qui sont en train d'envisager tout ça, et puis quand ça va arriver, ils vont couper Internet, question de commettre comme d'habitude d'ailleurs, des massacres à huis clos. Oui. Et vous savez, qu'est-ce qui laisse à penser que Sassou s'apprête à commettre des massacres à huis clos? Pendant le meeting de Sassou, je vais arriver à Serge Bois. Pendant les meetings de Sassou à Pointe-Noire, que faisaient ces militaires, ces agents blancs avec des fusils à lunettes sur les toits de maisons? Il y a une vidéo qui circule Oui, sur la on a toile. vu des mercenaires étrangers blancs. Vous voyez la sécurité de Sassou. On a la Franprix, à l'étage en haut là-bas. Ils sont en train de positionner. Donc là, moi, il ne faut pas. Les amis côté Balmé Katoka. Tout как на Zulangé. Et puis ils ne sont pas des noirs. Il y a comme Ben Laden, Osama et Kouzade. Donc, vous voyez que ça se recoupe. C'est-à-dire que ces fusils à lunettes sont capables de tuer quelqu'un minimum 600 mètres, voire au-delà d'1 kilomètre. Donc, on va couper Internet pour cacher ce genre d'images. Mais vous savez, vous avez parlé de l'Iran. Vous savez ce qui s'est passé en Iran? C'est que les gens ont malgré tout filmé, et lorsque l'Internet est revenu, ils ont publié. Ils ont balancé les images. Ils ont balancé. Et donc, il n'est jamais trop tard. Les Congolais, filmez tout ce que vous pouvez. Autre chose, pour ceux qui le savent, alors vous maîtrisez ça mieux que moi, puisque c'est votre domaine, on peut contourner le fait qu'on ferme Internet par le système de VPN. Et on sait qu'en Iran, beaucoup de gens ont utilisé ce système de VPN. Mais après, au Congo-Brazzaville, c'est pas un secret. Hein. Quand vous avez une puce de Kinshasa, ça fonctionne à Brazzaville. Et quand vous avez une puce de Brazzaville, ça fonctionne à Kinshasa. Donc, voilà. Et puis, au niveau de Wesso, quand vous avez une puce du Cameroun ou de Centrafrique, à Wesso, vous captez. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais attention, quand Serge Oboa menace, c'est parce qu'il compte aussi sur les mercenaires étrangers. Je veux vous dire une chose, M. Perrin. Aujourd'hui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, je le dis depuis François Hollande président. Donc, vous imaginez, 2 ans de François Hollande, dès le premier mandat de François Hollande, j'ai dit à tout le monde, c'est parce que les gens ne m'écoutent pas, s'il y a un soulèvement au Congo, l'armée française ne viendra pas. Ne vous trompez pas. Et les mercenaires blancs qui sont au Congo,
s'ils sont passibles de crimes, le peuple peut les lyncher quand le peuple se soulève. Ça, c'est de notoriété publique. Dire ça, on ne peut pas dire que je suis en train de pousser les gens à la violence contre... Non, il est mercenaire. Le principe d'un mercenaire, quand on l'attrape, ce n'est pas de le livrer à la justice internationale. Un mercenaire qui tue dans votre pays, si vous l'arrêtez, vous le tuez aussi. Il faut dire les choses clairement. Ce n'est pas un policier. Et d'ailleurs, un mercenaire dans un pays qu'il ne tue pas sur le croise en cours de route, les Congolais ont le droit. Un policier de l'ONU, voilà. Un militaire de l'ONU qui commet une bavure, on l'arrête, on le livre à la justice, on fait les enquêtes. Mais dès lors qu'on dit mercenaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on a ramené en cachette dans un pays, en catimini, pour venir commettre des massacres. Moi, ça ne me pose aucun cas de conscience si ces gens de personnes sont lynchés par la population. Ça ne me pose aucun cas de conscience. Ils peuvent rester dans leur pays que de venir faire la pagaille dans les pays des autres. Moi, d'ailleurs, je serais aussi sévère vis-à-vis de ces humoristes africains qui abusent de la passivité des Congolais. Le Congolais est un peuple passif. Moi, président de la République, tous ces humoristes africains qui viennent jouer le jeu de Sassou, ils ne viendront plus jamais au Congo. Je les interdirai le territoire congolais. Tous ceux qui complotent avec Sassou pour faire souffrir le peuple congolais, qu'ils m'entendent. Le jour où Sassou tombe, nous allons mener campagne, ils ne viendront plus au Congo. Évidemment, ce sont des ennemis du Congo. Ce sont les ennemis du peuple congolais. Le peuple, vous savez, je me rappelle, Barack Obama était président de la République. Il y a un musicien américain qui venait au Congo. Vous savez comment on l'appelle? Akon. Et à l'époque, je me souviens, j'avais diffusé un message en anglais sur ma page Facebook que j'ai beaucoup partagé. J'ai des amis aux États-Unis qui m'ont dit, ils l'ont récupéré et ils l'ont partagé dans certains réseaux, où j'ai dit à Akon, when you come in our country to take money, you have to know this money is for people, Congolese people who are suffering because Sassou Nguesso is a dictator. Je n'ai pas un bel accent en anglais, c'est pas grave, mais il m'a compris. Et je me souviens que depuis, Akon n'a plus mis les pieds au Congo. Monsieur Perrin, on va arrêter de jouer. Lorsque vous avez en face des gens qui menacent votre intégrité nationale, arrêtez de rigoler avec eux. Je suis diplômé de politique internationale, je le répète, non pas par orgueil. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt national et de la sécurité nationale, on arrête de rigoler. Trump le montre, Netanyahou le montre, comme les Iraniens sont en train de le montrer aussi. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort, mais je vous dis juste on ne dit pas qui a raison, qui a tort. Didier Mouni-Volo, venons-en donc à la situation au Moyen-Orient où depuis samedi dernier, le samedi 28 février, la coalition israélo-américaine a agressé un État souverain, c'est le moins qu'on peut dire, l'Iran, et ce, alors même que les États-Unis étaient engagés dans des négociations prometteuses, ce que nous apprenions d'ailleurs avec ce dernier. Mais avant d'évoquer les autres aspects liés à la guerre et ses répercussions, pensez-vous qu'on peut continuer à faire confiance aux États-Unis dans le cas des négociations, par exemple, et qu'est-ce qui pourrait donc justifier une telle agression israélo-américaine contre l'Iran, en dépit du fait que, bon, c'est vrai que le régime iranien suscite une vive réprobation. Est-ce qu'on peut encore continuer à faire confiance aux États-Unis? Alors, il faut distinguer la situation de l'Israël, qui a une relation très conflictuelle avec l'Iran, et la situation des États-Unis sous Donald Trump. Ce n'est pas le premier exemple en date, c'est déjà Maduro. Donald Trump était en pleine négociation avec Maduro et brusquement, il a changé de comportement, il fait venir l'armée au large du Venezuela et quand bien même que les forces, la marine américaine est là, tantôt il parle de la négociation, qu'on est en bonne voie et subitement il l'a kidnappé. Il a menacé donc la vice-présidente qui a remplacé Maduro. Elle devrait bien faire attention à ses fesses. Je reprends ses expressions, que voilà, ce qui peut lui arriver sera encore plus grave que ce que nous avons fait à Maduro. Mais au final, c'est finalement avec elle qu'il traite, qu'il coopère. Bon, voilà. Donc, quand vous avez une personnalité instable et le malheur, c'est que c'est la première puissance mondiale. Aujourd'hui, avec la répétition de l'Iran, où il demande, il dit on négocie,
il change, il menace, il prépositionne la marine américaine et surtout, on ne sait pas pourquoi il attaque. Est-ce que c'est pour la démocratie? Est-ce que c'est pour la bombe atomique, l'arme nucléaire, ou c'est pour les missiles balistiques? Donc, quand vous avez en face une personnalité aussi instable, c'est très difficile de le faire confiance. Et même les pays qui pouvaient faire confiance à Donald Trump, moi, je pense que même les Européens, je pense qu'ils n'ont plus confiance. En fait, tout le monde attend que les 3 années qui restent passent très vite pour qu'il y ait un autre président américain. Mais regardez même sur les taxes douanières. Il agit de la même façon avec les taxes douanières. Tantôt, les taxes sont à 100%, à 60%, à 50%, à 30%, à 20%, et à partir de telle date. Mais quand la date arrive, on repousse. Voilà. Il parle même des négociations En fait, qui n'ont pas lieu. une sorte de, comment on appelle ça, de marchandage, de chantage, la stratégie de chantage, comme qui dirait. Mais sauf que le système international ne peut pas fonctionner avec du chantage. Même si en politique internationale, on pense que le système international est anarchique, mais dans cette anarchie, il y a une organisation. Et le plus dangereux, c'est qu'il est en train de détruire le multilatéralisme en pensant que la force américaine suffit à maintenir l'ordre mondial, la paix et la sécurité collective. C'est faux. La preuve, il s'est embourbé en Iran dans une guerre où il ne sait même plus comment s'en sortir. Attention, la guerre de l'Iran, euh, le danger, le risque, comment on appelle ça? L'erreur peut-être des Israéliens et des Américains, c'est d'avoir rompu un certain équilibre. Lorsque vous pensez qu'il... Ah tiens, mais c'est très menaçant, l'Iran menace, l'Iran tient des propos où on parle de menaces existentielles, oui, mais les propos ne suffisent pas pour qu'on puisse lancer une attaque militaire. En fait, il y a des points de bascule. Et je peux comme ça vous citer le 7 octobre, par exemple, lorsque le Hamas entre en Israël, le Hamas vient de briser, en tout cas, vient de rompre un certain équilibre. Or, il ne faut jamais rompre l'équilibre. Et je me souviens à l'époque, je disais déjà, la riposte israélienne sera forcément disproportionnée. Donc, il y a un certain équilibre et le meilleur exemple, ça a été la guerre froide. Pendant la guerre froide, les deux grandes puissances, conscientes de leur capacité de détruire l'autre ou de détruire la planète, ont continué malgré tout à négocier sans rompre l'équilibre. Et ce qui est dangereux aujourd'hui dans le système international, c'est qu'on n'hésite plus à rompre ce qui serait comme un équilibre. C'est-à-dire, on va attaquer l'Iran, demain, ça sera qui? Déjà, l'Irak, ça a été une grande crise émotionnelle, morale, où à l'ONU, on a quand même le secrétaire d'État américain qui est en train de mentir. Alors, semble-t-il qu'il ignorait, c'est la CIA qui l'a mis en erreur, mais qui est en train de présenter un échantillon d'armes de destruction massive de Saddam Hussein, alors que c'était totalement faux. Mais là, déjà, il y a eu une rupture de confiance. Prenez une puissance comme la Chine. La Chine, aujourd'hui, se méfie encore plus des États-Unis, même de la Russie. Et donc, négocier avec la Chine les questions de la paix et de la sécurité collective ou de la paix et de la sécurité internationale, ça va devenir beaucoup compliqué. Puis des Africains, eh ben ça, c'est un autre sujet. Et donc, venons-en aux raisons qui sont évoquées. Il y en a plein. Vous l'avez dit tout à l'heure, soit on parle du changement de régime, on apporte la démocratie, ou bien c'est des armes nucléaires. Alors, sur la raison, bien sûr, du changement de régime, alors la question que je me suis posée, était-il nécessaire d'éliminer physiquement le guide suprême et certains membres de son gouvernement? Parce que je me suis représenté tout de même quelque chose. Bon, j'espère que ça ne va pas choquer quelqu'un. J'imagine qu'on vienne attaquer, par exemple, Rome et qu'on élimine physiquement le pape. Vous voyez un peu ce que ça va créer comme onde de choc. Est-ce qu'il était nécessaire, évidemment, de procéder comme ça, d'éliminer sinon, pourquoi l'avoir fait? Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, il faut distinguer. En fait, je parlais tout à l'heure de point de rupture. C'est-à-dire que même quand on est en conflit, il y a les règles. L'un des premiers qui a compris ça en Europe moderne, c'est Charles de Gaulle. Le général de Gaulle, à l'époque il est colonel, je pense, le colonel de Gaulle, à la fin de la Première Guerre mondiale, lui il est capitaine, je crois, pendant la Première Guerre mondiale, mais lorsque on signe le traité de Versailles, et le traité de Versailles est connu sous un second nom, c'est le dictat, et le dictat c'est allemand.
le dictat de Versailles. Mais De Gaulle fait partie de ceux qui réagissent trop vite en disant les conditions posées à l'Allemagne sont telles que l'Allemagne ne va penser tout le temps qu'à sa vengeance. En fait, aujourd'hui, dans les relations internationales, il ne faut jamais ridiculiser l'adversaire. C'est-à-dire, il ne faut pas arriver à un point de rupture tel que l'autre n'aura qu'une envie, c'est de prendre sa revanche. Et c'est ça aussi l'art de négocier. C'est-à-dire, comment on va négocier, vous et moi, sans que vous ayez le sentiment de perdre, sans que moi aussi je puisse avoir le sentiment de perdre. Donc, Ségolène Royal avait porté au firmament cette théorie de gagnant-gagnant, hein, la négociation gagnant-gagnant. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que les Américains ont introduit? Donald Trump a introduit quelque chose qui est rejeté par les diplomates. C'est le ridicule. Ce qu'il veut, c'est ridiculiser les gens. On a vu avec Zelensky, on a vu avec les chefs d'État africains, on a même avec les Européens. Donc, lui, c'est ça. C'est-à-dire que montrer qu'il est le mâle alpha. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui agit, les psychologues diront, de façon phallique. C'est un peu montrer qu'il a le plus gros phallus. D'abord, alors qu'en diplomatie, on a toujours demandé de ne pas frustrer à son adversaire, de ne jamais... Mais écoutez comment il répond à Kim Jong-un. Quand Kim Jong-un dit au président américain, j'ai un bouton nucléaire dans mon bureau. Hein, il est sur ma table. Et lui, il répond, dites-lui que j'en ai un aussi, mais il est beaucoup plus gros. Alors, c'est comme si le bouton nucléaire pouvait être mesuré par sa grosseur. Bon. Donc, qu'est-ce que les Américains ont rompu? Et même les Israéliens. C'est le fait de s'attaquer au chef. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut craindre. Ils viennent de faire entrer dans les conflits internationaux le fait que vous pouvez commencer par éliminer le chef. Maduro, aujourd'hui, Ali Khamenei. Mais le problème, c'est que pour Netanyahou, si on élimine Ali Khamenei, le système iranien tombe. Mais alors, je ne crois pas que les Israéliens eux-mêmes ils croyaient à cette hypothèse. Ce n'est pas possible. Un régime qui est là depuis plus de 40 ans, qui a infesté l'économie, l'armée, toute l'organisation étatique, croire que parce que vous allez éliminer, croire que parce que vous allez éliminer le guide suprême, que tout le système va s'écrouler comme un château de cartes, non, ça c'est pas possible. Et donc aujourd'hui, Trump, comme il agit de façon émotionnelle et de façon pulsionnelle, et c'est ça le danger dans les relations internationales, quand vous avez des gens qui agissent de façon émotionnelle et pulsionnelle. Et donc, Netanyahou a joué de ça et Trump l'a suivi là-dessus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Trump est bien embêté de voir que Khamenei est mort, mais le régime ne tombe pas. Les Iraniens ne sont pas nombreux à se soulever pour que le régime tombe. Mais vous avez aussi une grande partie des Iraniens qui détestaient ou qui détestent le régime des mollahs, mais en même temps qui ne supportent pas de recevoir les bombes tout le temps. Là, ce n'est pas le régime de mollahs qu'on est en train de détruire. Là, c'est une civilisation qui est menacée aujourd'hui en Iran. C'est tout un peuple, avec le risque que nous ne sommes pas dans une région où il y a des États-nations. Nous sommes dans une région où les États sont dirigés encore par les familles, par les tribus, par des clans. Quid d'une guerre civile comme en Syrie, comme en Irak, comme en Libye. Voilà l'héritage qui va rester si on ne fait pas attention. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je regarde dans les médias, on dit quel est le rôle de la Russie et de la Chine. Moi, je suis pour que la Russie et la Chine montent au créneau, envoient leurs bâtiments de guerre pour imposer une paix dans cette zone. C'est-à-dire que l'exemple a montré qu'en laissant l'Israël et les États-Unis agir seuls, on est en train de détruire une grande partie qui a contribué à la civilisation universelle. L'Afrique a contribué, l'Europe a contribué, mais le Moyen-Orient a aussi contribué. Donc, le rôle que peuvent jouer les puissances militaires comme la Chine et la Russie, c'est au Conseil de sécurité de voter des résolutions qui seront rejetées par l'Israël et surtout par les États-Unis, mais que la Russie impose sa force navale, la Chine impose sa force navale et disent on tape du poing sur la table, maintenant on arrête. Et moi, je suis quasiment sûr que les États-Unis ne pourront pas mener une guerre conventionnelle contre la Chine et contre la Russie en même temps. Même aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et donc, les deux seules puissances qui peuvent le faire militairement, ce sont ces puissances-là. Parce que sinon, on court à la catastrophe. Quand je dis la catastrophe,
Mais regardez les dégâts dans toute la zone. Aujourd'hui, on signale les drones iraniens au-dessus de l'Azerbaïdjan. Or, quand vous regardez autour de l'Iran, tout le monde a fermé son espace aérien, sauf qui? Sauf l'Azerbaïdjan. Alors, est-ce que le but, c'est de pousser aussi l'Azerbaïdjan de fermer son espace aérien et donc aller en Chine, aller en Thaïlande, au Japon? Mon Dieu, il faut faire le tour de la Terre. Et ça, on ne peut pas. Il y a une autre question, vous avez, je crois, amorcé la réponse tout à l'heure, c'était de savoir finalement qui a remorqué qui entre les États-Unis et Israël. Mais écoutez Marco Rubio. Non, mais écoutez Marco Rubio, secrétaire d'État américain qui maîtrise quand même les relations internationales. Marco Rubio dit que l'Israël nous a forcé la main. Mais Marco Rubio a vu arriver la catastrophe. Il a vu. Et c'est pour cela. Nous apprenions également qu'il était un peu opposé à cette option militaire. Mais qu'est-ce qui Bien sûr, mais c'est ce que je vous dis. Pour que finalement qu'il lâche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Marco Rubio qui était opposé, mais aussi le Pentagone. Le chef d'état-major américain, 3 jours avant, a dit à Donald Trump, même si l'Iran a un programme balistique, en fait, les missiles balistiques, c'est les missiles de longue portée, mais l'Iran ne va pas avoir des missiles balistiques capables d'atteindre les États-Unis dans les 10 ou 20 années à venir. C'est-à-dire que c'est un programme qui n'est pas sûr. Et puis, du côté de l'arme nucléaire, soyons-en sûrs, hein, l'Iran a accepté, avant les frappes, de négocier son programme nucléaire et tous les spécialistes des armes nucléaires le disent, du nucléaire, que l'Iran avait renoncé depuis longtemps à la fabrication de l'arme nucléaire. Le problème de cette guerre, c'est une personne. En tout cas, les faucons, comme on les appelle en politique internationale, les faucons israéliens à la tête Netanyahou, qui voulaient en découdre déjà pendant la guerre de 12 jours. Vous savez qu'il y a des avions militaires israéliens qui étaient en route pour aller bombarder Téhéran et Donald Trump a dû taper du poing sur la table pour leur dire de rebrousser chemin et ils ont rebroussé chemin. Donc, ce que Marc Rubio a dit, et d'ailleurs, on a bien vu que le secrétaire à la guerre, puisque c'est maintenant comme ça qu'on l'appelle, ce n'est plus le secrétaire à la défense, le secrétaire à la guerre n'arrive pas à donner les vraies raisons pourquoi il valide ces frappes-là, parce qu'il change tout le temps et il est très embêté. Et d'ailleurs, on n'en parle pas, mais ça reviendra, on en a un peu parlé. C'est que dès le samedi, on détruit une école de filles, plus de 100 morts. 160 morts. 160. Une école de filles. Et on a bombardé l'Iran sous prétexte de sauver les femmes. Ou d'apporter la démocratie, comme ils ont dit, alors qu'il y a certains partenaires des États-Unis, je citerai l'Arabie Saoudite, les Émirats, vous avez le Qatar, le Maroc, ne sont pas non plus des démocraties. Alors, donc, rien ne peut justifier qu'on apporte la démocratie en Iran. Je suis désolé, mais ça, c'est de l'hypocrisie. En Arabie Saoudite, combien de femmes tuées par lapidation? Lapidation. Je ne parle pas pendaison. Par pendaison, les gens meurent vite. Par lapidation. Et le plus grand pote des États-Unis dans la zone, c'est l'Arabie Saoudite. Vous prenez les terroristes du 11 septembre, tous, y compris Ben Laden, sont saoudiens. Mais c'est l'Afghanistan qui se fait bombarder pour avoir abrité Ben Laden, mais sauf que les étudiants qui étaient aux commandes des avions le 11 septembre venaient tous de l'Arabie Saoudite. Et cerise sur le gâteau, c'est l'Irak qui va payer la plus grosse facture en disant l'Irak fabrique des armes de destruction massive. On a attaqué l'Irak. La seule chose qui a été bénéfique pour cette guerre, comme me disaient mes amis américains, c'est qu'on a connu plus que Bagdad. On a connu Basra, on a connu d'autres villes, tout comme l'Afghanistan. En dehors de la capitale, on a compris qu'il y avait d'autres villes. Mais sinon, ça a été à chaque fois des catastrophes. La démocratie, c'est une expérience individuelle d'un peuple. C'est un peuple avec lui-même. Ce n'est jamais à coup de fusil, à coup de canon. Et à chaque fois qu'on a fait ça, surtout sur cette sous-région, eh bien, on est allé plutôt vers des désastres que vers une réelle construction.
Évidemment, la démocratie n'a jamais été apportée par des bombes et le Congo vit d'ailleurs cette expérience, hein. En 1997, on a vu une puissance étrangère, je vais la nommer, la France, qui a ramené Denis Sassou Nguesso par les armes avec 5 armées étrangères qui sont venues massacrer des Congolais, plus de 400 000 morts. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Et depuis qu'on a installé, puisque Jacques Chirac estimait que c'était l'homme qu'il fallait pour remettre de l'ordre au Congo, mais depuis là, les Congolais vivent ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo, pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. On a décapité la démocratie congolaise, on a imposé un monsieur par des armes qui est là. Denis Sassou Nguesso, qui fait ce qu'il fait, ben voilà. C'était juste un rappel pour, évidemment, rappeler à tout le monde qu'on n'apporte pas une démocratie par des bombes. Et les Congolais en savent quelque chose. Didier Mouni-Volo, il y a un autre aspect, avant d'attaquer ou d'agresser, parce que c'est une agression, hein, il faut le dire comme ça, avant d'agresser l'Iran, Netanyahou a informé la Knesset. Bien curieusement, de son côté, Donald Trump n'a même pas acquis l'aval du Congrès, ni de l'ONU. Est-ce qu'on peut parler finalement d'une crise institutionnelle aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, la crise institutionnelle ne date pas de cette guerre avec l'Iran. La crise institutionnelle date de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le retour de Donald Trump, c'était déjà en soi une crise institutionnelle, quand on sait que bien avant d'arriver, de revenir à la Maison-Blanche, il avait pas mal de procès et cela ne l'a pas empêché. Mais souvenez-vous déjà, la guerre de 12 jours, lorsqu'on informe les sénateurs, les membres du Congrès américain, qu'il y a les avions US Air Force est en train de bombarder, les avions de l'US Air Force sont en train de bombarder Téhéran. Certains sénateurs, il y en a eu 2 ou 3 sénateurs républicains qui ont dit mais c'est pas possible, je n'ai pas été informé, je n'ai pas donné mon accord. Et il a été gravement agressé, verbalement agressé par Donald Trump. Bon, il a dû laisser tomber. Donc déjà, les attaques lors de la guerre de 12 jours, le Congrès n'a pas donné son aval. Rappelez-vous que Barack Obama, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu faire. Pourquoi? Parce que le Congrès refusait de donner son aval. Or, Donald Trump, il s'en moque royalement du Congrès. Et donc, il y a une vraie crise institutionnelle aux États-Unis, qu'il s'agisse des droits de douane, qu'il s'agisse des opérations militaires à l'étranger, la capture de Maduro. Et donc, Donald Trump, je vous dis encore, en politique internationale, il a un fonctionnement émotionnel et pulsionnel. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, il fait des choses à l'instant T, il n'y a pas de continuité de propos. Ce qu'il dit aujourd'hui, il peut dire le contraire demain, il ne se gênera pas. Et donc, la crise institutionnelle ne sera réglée que si les démocrates ont quelqu'un qui va incarner l'opposition à Donald Trump et drainer le maximum d'Américains, ou encore, comme ils essayent de le faire, il y a des procureurs qui essayent quand même de remettre la loi au milieu du village. Vous avez certains juges qui, de temps en temps, attaquent les droits de douane, les retardent, les annulent. En fait, aujourd'hui, comment faire pour remettre Donald Trump dans le cadre du président américain qui respecte les lois?
la police de l'immigration ICE, on voit, hein, bon là, ils se sont un peu calmés parce qu'on était en train de brûler Minneapolis, donc voilà, on ne pouvait pas tolérer ça. Mais la crise institutionnelle, c'est plus du côté des Américains parce que la puissance américaine ne peut pas être utilisée n'importe comment. Il y a un cadre. Les Israéliens, dans leur grande majorité, ils voulaient la mort de ce régime. C'est autre chose. Et donc, ils ont souvent forcé la main. Plusieurs fois, vous avez vu les relations entre Netanyahou et Barack Obama, c'était des relations très, très, très tendues. Les deux ne s'appréciaient pas. Barack Obama ne supportait pas la politique sous-régionale Netanyahou, bien tout à de fait. Mais Netanyahou. Didier Avec Joe Mouni-Golo, Biden, c'était pareil aussi. voilà. Vous avez probablement suivi le discours de J.D. Vance à Davos. Et certains analystes ont noté dans ce discours, bah, certains ont dit clairement qu'il prêchait la recolonisation. Et est-ce qu'il faut désormais s'inquiéter, parce qu'à l'allure où vont les choses, bien entendu, est-ce qu'il faut désormais s'inquiéter pour l'Afrique dans ce nouveau monde de prédation? Sinon, à quoi peut s'attendre l'Afrique? Alors, Didi Vance, évidemment, il a proposé aux Européens de redevenir comme ces Européens du 18e, 19e et début du 20e siècle, qui ont réalisé des exploits, qui ont colonisé le monde, qui ont apporté les valeurs un peu partout, mais avec une différence, c'est-à-dire ce sont les Américains qui seront en avant et vous allez nous suivre. C'est un peu déjà ce qui se passe dans la guerre en Avec Ukraine, l'Iran, hein, oui, bien entendu, oui. la guerre en Ukraine surtout, où les Américains continuent à fournir les armes, mais ce sont les Européens qui achètent. Mais pour l'Afrique, que ce soit le conflit entre les Russes et les Ukrainiens, que ce soit le conflit actuel entre États-Unis, Israël et Iran, et puis les discours du vice-président américain Didi Vance, est-ce que les Africains doivent craindre? Bien sûr qu'ils doivent craindre, parce que ce qui est dangereux aujourd'hui, Monsieur Perrin, c'est que l'Europe est en difficulté. Il y a des relations très conflictuelles entre les grandes puissances et l'Afrique brille par son absence. L'Afrique ne tire pas profit. Quand je dis tirer profit, c'est quoi? C'est de se recentrer sur soi-même, de voir quelles sont les dynamiques internes, ce que j'appelle moi le panafricanisme dialectique ou panafricanisme de développement. Et nous sommes encore dans une forme de panafricanisme réactionnaire. Critiquer, critiquer. Mais les autres sont en train de travailler. Les autres sont en train de réfléchir comment être toujours plus puissants. Et aujourd'hui, la guerre en Iran nous donne quel enseignement? L'enseignement que nous donne la guerre en Iran pour les Africains, je recommande aux Africains d'écouter Emmanuel Macron. Le dernier discours d'Emmanuel Macron devant ses militaires. Derrière lui, il y a quoi? Il y a un sous-marin d'attaque, un sous-marin nucléaire. Et qu'est-ce que Macron dit? Pour être respecté et pour être craint, il faut être fort. Ce n'est pas moi qui le dis, je reprends les mots de Macron cette semaine. Pour être respecté et pour être craint, il faut être fort. Donc, il lance les nouveaux travaux pour augmenter le nombre d'ogives nucléaires de la France. La France doit avoir 200, 220. Il veut les augmenter. Et encore, il dit, nous cessons de communiquer sur notre armement nucléaire. C'est-à-dire que le fait, il suppose il a raison certainement, de trop communiquer sur notre armement nucléaire, les autres élaborent leur tactique en fonction de ce que nous communiquons. Donc, nous allons faire comme les autres, on arrête de communiquer. Alors, voilà une puissance. Et puis, Donald Trump, tout récemment, cette semaine, qu'est-ce que Donald Trump a fait? Donald Trump est en train de faire des essais sur ces missiles balistiques. Hein, il y a un autre risque aussi, ce sont les ressources naturelles que dispose l'Afrique. J'en arrive, M. Perrin, j'en arrive. Et donc, puisque les autres ont compris que pour être fort et craint, non, pour être craint et respecté, il faut être fort, donc c'est ce que cherchait l'Iran. C'est-à-dire que si j'ai l'arme nucléaire, si je suis fort, je serai craint. Mais l'Iran n'a pas eu le temps, l'Iran a été détruit, tout comme l'Irak a été détruit, la Syrie a été détruite. Qui sont les rivaux d'Israël dans la zone? C'était l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Bachar,
et l'Iran des mollahs. Eh bien, l'Israël a réussi à les dégommer tous. Donc, l'Israël devient l'unique superpuissance dans la zone. L'Israël dit, vous videz le sud de Beyrouth. 700 000 personnes sont en train de partir. 700 000 personnes. Mais bien avant le 7 octobre, bien avant la réalité actuelle, l'Israël n'aurait pas dit ça. Même si l'Israël aurait dit ça, les gens allaient refuser. Si on n'avait pas détruit l'Irak de Saddam Hussein, si on n'avait pas détruit la Syrie de Bachar al-Assad et si on n'avait pas détruit l'Iran des mollahs. Ce qui fait que pour les pays africains, nous, on a tendance à dire nous avons les matières premières. Mais les matières premières, ça donne quoi? Lorsqu'il y a eu la traite négrière, ces matières premières étaient là. Lorsqu'il y a eu la colonisation, les matières premières étaient là. La seule chose qui va faire que nous puissions, que les Africains s'en sortent, un, rapatrier en Afrique tous les cadres africains. C'est-à-dire chaque pays africain doit rapatrier ses cadres, que ce soit l'Inde, le Pakistan, la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, ils comptent d'abord sur leurs ressources humaines. C'est-à-dire tous ces pays ont eu comme stratégie de rapatrier dans leur pays leur intelligence qui traîne à l'étranger. Les Noirs africains sont les seuls à avoir des ingénieurs et des docteurs qui sont des marmitons en France ou aux États-Unis. C'est-à-dire que Oui, quand mais vous Didier prenez... Wojivolo, moi Je termine juste. j'évoquais les ressources naturelles Mais j'en arrive. risqueraient évidemment, oui, d'anticiper encore Tant que aussi. si vous ne rapatriez pas chez vous les, 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 les cadres qui traînent en Occident, pourquoi j'en parle? Les Américains veulent prendre les matières premières critiques ou stratégiques de la RDC. Si la RDC rapatrie ses ingénieurs qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, ce sont ces ingénieurs-là qui vont débattre des richesses, des contrats, des permis d'exploration et d'exploitation avec les Occidentaux. Et donc, ils parlent de la même science. Regardez qui négocie chez nous. Regardez, vous avez écouté Christelle Denis Sassou Nguesso. Est-ce que ce monsieur qui n'a pas compris qu'avant d'aller chercher des investisseurs, il faut avoir vous-même vos propres études? Parce que les études minières, jusqu'à aujourd'hui, datent de l'époque coloniale. Et depuis les indépendances, les pays africains ont très peu financé la recherche minière. J'ai suivi une émission sur RFI sur les richesses minières en Afrique. Et qui passe à la radio? Le ministre des Mines de la Zambie. Mais est-ce que vous savez que Rio Tinto, la grande firme minière immatriculée au Canada, les ingénieurs de Rio Tinto maîtrisent mieux les mines de la Zambie que le ministère zambien des Mines. Même nos Oui, codes mais c'est miniers. pareil pour nous aussi au Congo, voilà. La France, même nos codes miniers, voilà. vous trouvez des spécialistes en droit fiscal, des grandes firmes qui maîtrisent nos codes, les codes miniers de l'Afrique que nous avons écrits, mais ce sont les autres qui les maîtrisent mieux que nous, qui arrivent à les contourner pour prendre nos matières premières moins chères. Mais formons nos propres spécialistes. C'est ça. Oui, Donc, mais si vous ne formez pas est-ce qu'il ne faut de pas vos matières craindre, premières, ils viendront le prendre gratuitement, à bas prix. évidemment, Je ne vais pas dire gratuitement, mais voilà. à bas prix. Mais est-ce que il ne faut pas craindre, évidemment, que les matières premières, j'allais dire, les ressources naturelles en Afrique précipitent la recolonisation? Parce que là, on est en pleine bataille de l'énergie avec ce qui se passe en Ukraine. Les Occidentaux, j'allais dire, les Européens sont privés d'une partie de ces matières. Avec ce qui est en train de se produire actuellement en Iran, ça va encore exacerber. Et où est-ce que les Européens vont se tourner pour se ravitailler? Ben, sur l'Afrique. Et on risque d'être encore victime, évidemment, d'une recolonisation. Non, 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 non. Alors, ne nous trompons pas, Monsieur Perrin, les Occidentaux ne reviendront pas en Afrique pour recoloniser l'Afrique comme on l'a connu. Mais ils l'ont annoncé, hein, je ne sais pas si vous avez suivi le général français qui Oui, il y disait a des généraux français. il nous faut repartir en Afrique, Oui, mais oui, mais par d'autres stratégies. ils n'ont pas besoin de recoloniser l'Afrique comme ça s'est passé au 19e siècle et Bon, puis peut-être pas venir prendre les 20e Africains, siècle. mais Mais par contre, imposer, par exemple, des régimes qui vous tiendront sous les régimes totalitaires et continuer, évidemment, à vous piller vos matières, comme ça se passe au Congo d'ailleurs.
Moi, c'est pas ça qui me fait craindre vraiment. Il faut savoir que les Occidentaux, hein, moi je vous dis très clairement, les Occidentaux ne reviendront pas en Afrique comme ça s'est passé, même pour la recolonisation, même pour les matières premières, je ne pense pas. Par contre, il y aura toujours les multinationales qui viendront pour essayer d'obtenir Oui, mais c'est juste la forme, c'est la forme les qui change. permis. C'est Mais juste la forme qui change. Monsieur Perrin, Oui. je l'ai déjà dit sur votre chaîne, les gens peuvent aller regarder ce que j'avais déjà dit à l'époque. Pendant quand la guerre du 7 octobre a commencé entre l'Israël et le Liban et le Hamas. En fait, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Le plus grand risque de l'Afrique, ce n'est ni la France, ni l'Angleterre, ni les États-Unis. Avec ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est le plus grand risque. Pourquoi? Parce que les Libanais qu'on est en train de détruire, hein, et d'ailleurs, quand je l'ai dit il y a un an ou deux sur votre chaîne, j'ai des amis ivoiriens qui me disaient, oui, on voit arriver de plus en plus de Libanais Au en Côte Congo, d'Ivoire même au Congo. et même au Congo. Voilà. En fait, l'être humain recherche toujours une terre d'asile. Qui peut croire que en 2024, oui, je crois en 2024, 60 000 Israéliens ont quitté l'Israël parce qu'ils n'en pouvaient plus de vivre sous les ponts, de vivre dans les... Les êtres humains recherchent toujours un havre de paix, de tranquillité. Or, nous sommes encore des terres qu'on peut qualifier de vierges. L'Afrique noire est encore sous-peuplée. L'Afrique noire, malgré les petites guerres entre le Rwanda et la RDC, ça crée des Oh, dommages ben, ce très ne sont graves. pas des petites Mais guerres. Didier Moïni-Volo, ça fait quand même plus de dans le 20 sens millions, hein, de où, victimes. oui, C'est pas mais une dans le petite sens, guerre. petite guerre dans le sens où c'est très localisé au nord, au sud Kivu. En fait, 80% de la RDC, il n'y a pas cette guerre-là. Or, au Moyen-Orient, vous voyez un peu que c'est partout. Hein. L'Iran est en train de pratiquer ce qu'on dit dans les fables africaines, la mort de la tortue. Vous savez, quand vous mettez une tortue vivante sur les braises, avec ses pattes, la torture renvoie du charbon brûlant partout. Et donc, la terre d'exil risque d'être l'Afrique noire. Et ça va indubitablement changer la sociologie de nos pays. Ça va même changer la démographie de nos pays parce que ce sont les nouveaux concurrents. Et c'est là où il faut faire attention. Donc, il est plus qu'urgent de structurer nos États, de rapatrier les cadres qui sont à l'étranger pour sécuriser nos pays parce que eux, ayant vécu avec les Occidentaux, en symbiose avec ceux qui sont en Afrique, ils sauront comment protéger nos pays. Nous avons tout intérêt de protéger nos pays, de protéger nos matières premières, vous l'avez dit, parce que oui, s'ils les convoitent et que vous ne les donnez pas, eh bien, ils peuvent les prendre de force. Donald Trump, c'est l'archétype de cette solution où il demande à Kagame et à Tshisekedi, vous signez et moi je prendrai les matières premières. Regardez ce qu'il est en train de faire avec le Venezuela. Hein? Il dit très clairement que le pétrole du Venezuela, c'est nous qui allons vendre. Et c'est la même chose avec l'Iran. L'Iran, qu'est-ce qui se passe à la fin? Et je crois que Netanyahou l'a vendu à Trump. Si on réussit le coup en Iran, c'est nous qui allons vendre le pétrole à la Chine. Vous savez, le gros acheteur du pétrole iranien, c'est la Chine, tout comme le gros acheteur du pétrole vénézuélien. Donc, c'est une façon aussi d'enfermer la Chine dans une dépendance. Mais vous savez, bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la Chine s'était préparée à tout ça. La Chine a des réserves stratégiques d'une année environ. C'est-à-dire, on peut fermer le monde. La Chine a tout ce qu'il faut sur une année. Et vous savez ce que le gouvernement chinois vient de décider aujourd'hui? Le gouvernement chinois vient de décider que les raffineries chinoises ne vont plus exporter leur carburant. C'est-à-dire tous les produits pétroliers que la Chine exportait, on ne va plus le faire parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette situation-là. Donc la Chine ne va pas toucher tout de suite à ses réserves stratégiques puisqu'il y a déjà la production actuelle des industries pétrolières qu'on va utiliser. Le Congo a combien de litres de pétrole ou de kérosène en termes de réserves Mais nous stratégiques? avons des ruptures tout le temps, même quand on a des raffineries et on est producteur du pétrole. Didier Moïni-Volo, c'est une Au inspiration moment où de je terre. vous parle, M. Perrin, Mayamaya n'a pas de kérosène. Ben Tous voilà. les avions qui arrivent à Brazzaville aujourd'hui doivent localiser quel est l'aéroport le plus proche où il y a du kérosène pour se ravitailler.
Maya Maya n'a pas de kérosène au moment où je vous parle. Et dire que Denis Sassou Nguesso est en pleine campagne, voilà, des éléments comme ça qui pouvaient servir aux Congolais pour comprendre que Denis Sassou Nguesso ne peut plus rien Là, les pays proposer aux africains Congolais. peuvent tirer leur épingle du jeu, mais à condition d'avoir des cadres et des chefs d'État qui travaillent pour le pays. Là, ils ont tout pour tirer leur épingle du jeu. Bien entendu. Alors, c'est une inspiration de dernière seconde. Quelles pourraient être donc les répercussions sur l'avenir des relations internationales, bien entendu, à l'allure où vont les choses? Le système international va être de plus en plus chaotique parce qu'il y a une crise de confiance. Et il n'y a rien de plus dangereux dans les relations humaines que la crise de confiance. Et donc, les relations vont être de plus en plus chaotiques. Les puissants vont de plus en plus imposer leurs règles. Maintenant, il appartient à chaque État. Rien n'est impossible, hein? Il appartient maintenant à chaque État de voir quels sont, dans ce que les anglophones appellent le domestic system, c'est-à-dire en interne, quels sont les éléments qui nous empêchent d'avancer, eh bien, les effacer, les éliminer pour être dans une bonne dynamique. C'est pour cela que j'ai dit on peut tirer notre épingle du jeu. Mais ceux qui vont dormir, ceux qui vont continuer avec des chefs d'État comme comment vous l'appelez, les Denis Sassou Nguesso ou les Paul Biya, croyez-moi, ça va être de plus en plus compliqué. On n'est pas à l'abri, peut-être pas d'une guerre mondiale, mais on n'est pas à l'abri des pénuries. Et ça aussi, ça va pénaliser l'Afrique. C'est-à-dire que pour faire face à ce chaos mondial, chaque pays va freiner les exportations parce que je dois d'abord satisfaire mon marché intérieur. Et si on n'a plus d'arrivée au Congo des médicaments, le Congo importe pour 700 milliards de francs CFA de nourriture. Comment on va faire pour manger? Attention, parce que la Chine vient de bloquer son pétrole, mais ne vous inquiétez pas, l'Inde va faire la même chose, l'Arabie saoudite va faire la même chose, le Koweït va faire la même chose, parce qu'on ne sait plus. Et de toute façon, là, même les routes maritimes sont affectées. Les Américains viennent de détruire des bateaux iraniens au large de la Thaïlande et autres. Ben, vous savez, on tire une torpille, mais si les torpilles ratent leur cible et prennent un bateau de commerce ou un bateau passager, eh bien, tous les armateurs arrêtent leur bateau. Donc, il faut qu'aujourd'hui, les gens comme les Sassou Nguesso ou celui qui viendra après lui, il faut qu'il change la donne dans la façon de penser le Congo et de penser le progrès. Je n'aime pas parler du développement parce que c'est compliqué. Le progrès, c'est-à-dire, il nous faut une agriculture nationale, domestique. Il nous faut de l'énergie domestique. Il nous faut des capacités internes. Et ces capacités viennent avec de l'ingénierie qu'on peut trouver et au Congo et dans la diaspora congolaise. Malheureusement, il ne faut même pas compter sur Sassou Nguesso. Après, ils vont dire j'exagère, mais c'est la vérité en plus. 42 ans, plus de 43 ans, plus stress du pouvoir. Et il a eu l'argent, pour faire ce qu'il faut, il ne l'a pas fait. On ne peut plus compter sur Denis, surtout que mentalement, après, ça peut être aussi un problème d'âge. Hein. Il est déjà assez âgé, il a comme 82 ans, c'est beaucoup. Et puis ça peut se comprendre que son cerveau peut-être ne fonctionne plus, mais bien sûr, on ne peut plus compter sur Denis Sassou Nguesso. Désolé pour cela, mais c'est la vérité. Merci Didier Wedi Volo d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales et porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo. Ça a été un énorme plaisir de vous avoir encore sur notre plateau pour nous éclairer sur la situation internationale, mais aussi la note que vient de prendre Raymond Zéphirin Mboulou. Et comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est à lui de venir nous démontrer que cette note n'est pas authentique. Ouais. Et donc, c'est à Raymond Zéphirin Mboulou de le démontrer les 12 et 15 mars prochains, là, si ce qui est écrit dans cette note-là n'est pas réel. Bon, on verra. On va le découvrir. L'avenir nous en dira un peu davantage. En tout cas, merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Des petits gestes pour nous encourager, s'il vous plaît. C'est de ne jamais oublier de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire vos opinions. Cela nous fait énormément plaisir de savoir que vous nous suivez et que vous participez de cette manière. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup et à bientôt.